Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur des sujets d'innovation et de développement économique. Donc, vous voyez en face, dans la webcam, Lilian Martinez, qui est déléguée au développement partenarial à l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. Bonjour Lilian. Bonjour. Et qui est accompagnée de Jenny Faucheux, qui est enseignant-chercheur mine de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet des nouveaux matériaux et procédés qui intéressent les secteurs mode et luxe. Bienvenue à tous à ce webinaire. Ce que je vais faire, c'est vous donner 2-3 informations sur l'interface pour que vous puissiez bien suivre ce webinaire et interagir avec nous. Donc la première chose à savoir, c'est que à côté de la webcam, en haut à gauche, vous avez un petit icône qui dit accrocher. Si vous passez votre souris sur la webcam, ça vous permet de mettre en fait la webcam en haut à droite. Donc vous l'accrochez à droite de votre interface, ce sera plus simple pour vous. Et puis pour les questions-réponses, vous avez la possibilité d'en poser donc en cliquant en bas à droite, là où est écrit tapez votre message. Alors les questions seront traitées majoritairement en fin d'intervention, et vous pouvez communiquer avec nous pour nous donner des informations si en cas de problème technique, n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi via cet outil. Et puis pour information, si jamais vous avez des difficultés à entendre le son, parce que c'est possible parfois quand on a une connexion un peu moins forte ou pour des questions par feu, vous pouvez cliquer en haut à droite dans Tableau d'événements, et quand vous déroulez ce menu-là, vous avez la possibilité de vous connecter à l'audio par téléphone. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, vous suivez la conférence en visuel et puis vous êtes par téléphone pour le son. Voilà, donc on va avoir une présentation qui va durer à peu près 45 minutes et puis on fera ensuite une séance de questions-réponses. Je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la parole à Lilian. Merci Marine. Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, l'action filière Carat, qu'est-ce que ça représente? Qui y a derrière? Donc c'est une action qui adresse les PME, ETI, TPE dans un premier temps. Concrètement, ce sont des instituts Carnot qui ont lancé cette action au niveau national, qui se sont structurés. Donc il y a 3 Carnot, les mines, Ingénierie à Lyon et MICA, là, qui couvrent tout le territoire. Un Carnot, pour vous dire un petit peu qui a derrière, de qui est constitué un institut Carnot. En fait, ce sont des laboratoires publics de recherche. Ce sont des centres techniques qui se sont, j'ai envie de dire, regroupés sur une thématique particulière et qui proposent aux industriels voilà, de les accompagner dans leur effort R&D, de recherche et développement ou recherche et innovation. Le Carnot, c'est un label avant tout, c'est-à-dire que les laboratoires les centres techniques sont labellisés Carnot à partir du moment où ils ont un certain volant d'activité avec des industriels, justement, des contrats de recherche, des contrats de collaboration R&D. C'est l'un des premiers critères. Le deuxième critère très fort aussi, c'est l'excellence scientifique, c'est-à-dire donc des laboratoires qui rayonnent aussi à l'international, qui publient beaucoup, publications de rang A. Donc voilà, c'est des chercheurs de très haut niveau. Voilà, c'est les 2 critères principaux pour être labellisé Carnot. Donc vous voyez qu'effectivement, sur le territoire, il y a 38 Carnot, donc 38 regroupements de laboratoires de centres techniques. Il y a seulement qui représentent plus de 50% de la R&D qui est financée par les entreprises, alors que derrière, il y a seulement 18% de ces labos-là. Donc on a quand même un nombre conséquent de laboratoires. Donc maintenant, si on se focalise sur la filière Modelux, donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 Carnot derrière. Les mines, MICA et Ingénierie à Lyon, concrètement, ça représente quoi? 70 laboratoires quand même, 4000 experts, 4000 enseignants-chercheurs comme Jenny qui est à côté de moi, et des plateformes. Alors les plateformes technologiques aussi, ça peut être intéressant pour les PME dans le sens où on a des moyens mutualisés, qu'on a mutualisés interlabos, intercarnot, qui permettent justement à un industriel de venir, je ne sais pas, caractériser par tomographie, je donne un exemple, des matériaux, donc des moyens de détection assez pointus. Et on sait que ça intéresse aussi les industriels parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller investir dans du matériel conséquent. Donc c'est aussi bon de savoir qu'il y a des enseignants-chercheurs, il y a des experts pour vous écouter, mais il y a aussi des plateformes, des équipements intéressants.
Alors la filière, elle s'est structurée avec l'écosystème. Alors là, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme information? C'est-à-dire qu'on n'est pas déconnecté du monde, hein. On est connecté avec les chambres de commerce, avec les pôles de compétitivité. Donc on voit un petit peu le monde évoluer autour de nous en fonction sur ce critère d'innovation. On n'est pas tout seul isolé, donc ça c'est intéressant. Alors on s'est fixé des enjeux. Là, je vais passer assez rapidement, mais les enjeux qu'on a pu définir, c'est des enjeux stratégiques, on va dire, autour de qu'est-ce qu'on va faire en innovation pour les entreprises, et qu'est-ce qui peut les intéresser. Donc, c'est ces 5 enjeux. Le développement durable, hein, évidemment, l'image et l'identité de la marque, tout ce qui tourne autour de la création de l'ingénierie, le luxe du futur et le management de l'innovation. Donc, ces enjeux, on les a croisés finalement avec toute la vie d'un produit, de sa création en passant par sa fabrication jusqu'à son recyclage. Donc voilà, c'est un peu notre approche stratégique. Jenny qui parlera un petit peu tout à l'heure de tout ce qui est nouveaux matériaux et procédés, peut-être aussi appuiera un peu plus sur les enjeux qu'on a définis dans la filière. Alors après, ce qui est aussi très intéressant, il me semble, pour une entreprise, c'est de savoir très bien, on va être avec des experts de pointe, des enseignants chercheurs qui vont nous apporter de l'innovation, on va avoir accès à des plateformes, c'est très intéressant, mais reste le volant du financement qui est assez clé, pour une entreprise, notamment une TPE, PME qui connaît pas encore un peu tous les rouages, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut faire en France, parce que je pense qu'on est relativement bien servi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut partir soit sur des projets courte durée ou longue durée. Donc là, on vous a listé un petit peu ce qu'on peut faire sur de la courte durée, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous de la courte durée, c'est moins d'1 an. Donc vous voyez qu'on peut mobiliser des étudiants qui sont en fin de stade de cursus ingénieur, j'ai envie de dire, par exemple. Donc là, à ce moment-là, on peut imaginer des projets de fin d'études, même des stages collectifs, ou alors directement de la prestation de recherche avec un laboratoire. Donc là, on est sur des durées courtes, hein, 6 mois, pardon. Donc ça, c'est la première façon d'adresser les laboratoires sur de la courte durée. Ensuite, une fois qu'on se connaît bien, j'ai envie de dire qu'on arrive à travailler ensemble, on peut basculer sur des formats un peu plus conséquents, typiquement des thèses. Il y a des thèses plus ou moins encadrées, hein, les thèses CIFRE, les projets ANR. On peut même aller, une fois qu'on est bien établi avec un laboratoire, créer un laboratoire commun. Donc là, il y a une feuille de route commune, c'est-à-dire entre un laboratoire et un industriel. On établit cette feuille de route. Et là, l'ANR peut nous financer, enfin, elle va surtout financer le laboratoire, hein, pour être clair, mais ça sera un laboratoire et un industriel sur une feuille de route commune qui vont pouvoir décliner sur des durées de 1 à 3 ans. Et après, j'ai envie de dire, des formats encore plus longs, là, on peut établir des chaires industrielles. Ça, on le fait déjà avec des grands groupes, hein, pour être clair, mais on pourrait aussi l'imaginer avec une PME. Voilà, donc là, on vous a donné les différents formats et surtout, l'information peut-être à retenir, s'il y en a une seule au niveau du financement, c'est que tous nos laboratoires, tous nos centres techniques sont agréés CIR. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un financement, un besoin de R&D que vous allez réaliser avec un laboratoire chez nous, vous pouvez déjà enlever, j'ai envie de dire, 60% de vos dépenses qui seront attribuées, qui seront éligibles au CIR. Voilà, il faut bien avoir en tête que sur une étude donnée, vous pouvez déjà défalquer 60% de crédit d'impôt recherche, quoi. Je ne rentre pas dans les autres dispositifs, mais si vous avez un seul à retenir, c'est quand même celui-là, le CIR, avec doublement du CIR. Vous n'aurez pas forcément dans des laboratoires privés, où là, vous aurez seulement 30%, avec un labo public, vous pouvez quand même aller jusqu'à 60%. Donc voilà, donc maintenant je laisse la main à Jenny Faucheux qui va pouvoir nous parler de matériaux procédés dans la modèle luxe. Bonjour à tous. Merci Lilian. Ouais. Comme Lilian l'a précisé, on est près de 4000 experts dans le programme CARA. Donc c'est évident que ce que je vais vous présenter ici, c'est très parcellaire par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Donc faut pas hésiter à venir nous rencontrer et à nous contacter.
Et donc, voilà, j'ai sélectionné quelques informations à partager avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi travailler avec des enseignants-chercheurs? Il faut savoir que du coup, dans les laboratoires de recherche, la plupart des chercheurs sont en fait des enseignants-chercheurs, ce qui fait qu'on est en interaction avec des étudiants et des entreprises via les stages, et on est en interaction avec d'autres laboratoires, d'autres enseignants-chercheurs, avec des entreprises dans le cadre de projets de recherche, et on est aussi au fait des stratégies de recherche locales, nationales et internationales. Et ça nous donne un certain nombre de compétences qui sont liées à ce double métier finalement, qui sont la pédagogie, une certaine écoute, une capacité à transmettre, une méthode aussi, une méthodologie plutôt assise dans notre quotidien, une capacité à problématiser des questions, à raisonner, une curiosité quand même, c'est l'image qu'on a du chercheur, et bien sûr une expertise dans nos disciplines. Et ces compétences, elles nous permettent en fait des services possibles aux entreprises qui peuvent être assez intéressantes d'exploiter, qui sont comme l'appropriation d'une problématique industrielle, la confrontation de cette problématique à un état de l'art scientifique et technologique, la capacité à définir des objectifs en adéquation avec un programme technique, un programme d'études, une possibilité de coordonner des acteurs et des prestataires, et bien sûr de faire une synthèse des leviers qui seront actionnables par l'entreprise. Donc, par rapport à ça, dans le monde des matériaux, donc là, c'est un focus vraiment orienté ingénierie des matériaux, c'est le but de mon intervention ici. On parle souvent de ce lien entre procédés, structure. Ce qu'on appelle structure, c'est la matière, les microstructures, comment la matière est construite et s'observe à des échelles très petites. Quels sont les impacts du coup sur les propriétés? Et de ces propriétés, comment est-ce qu'on peut en optimiser des performances? Donc, dans ce lien procédé, structure, propriété, performance, l'enjeu, c'est de commencer par l'élaboration de matériaux modèles pour reproduire certaines caractéristiques des matériaux réels. Là, c'est l'expertise du chercheur et du laboratoire ou des laboratoires mobilisés qui vont entrer en jeu. On va chercher à caractériser ces microstructures, à comprendre la matière, à la définir à différentes échelles pour pouvoir ensuite les confronter à la caractérisation des propriétés et à comprendre, identifier les leviers qui peuvent optimiser les performances. Donc là, c'est là qu'on vient mettre en jeu toutes nos compétences en expertise, en méthode et en raisonnement. Ensuite, on a une boucle de rétroaction qui vient partir de cette analyse-là et qui vient en fait reboucler et faire la synthèse. Et là, c'est toutes nos compétences en problématisation et en transmission en pédagogie qui vont entrer en jeu. Et on va pouvoir établir des préconisations de conditions de fabrication pour atteindre les performances attendues et définies dans un cahier des charges d'entreprise. Tout ça parce qu'on a pris le temps, j'ai envie de dire, on a pris le temps de bien comprendre les phénomènes pour pouvoir en identifier les leviers. Donc finalement, les performances, elles sont définies par les usages. Et là, j'ai donné l'exemple du métal et de l'oxydation du métal. On voit bien que selon les usages, on peut considérer que cette oxydation est une dégradation. Dans d'autres cas, on va considérer que cette oxydation du métal est une patine. Et dans un autre cas, cette oxydation du métal peut être exploitée pour créer des œuvres, des objets uniques, donc qu'on va qualifier d'objets d'art. Et finalement, on peut appliquer à cette perception, à ces usages, le même processus, le même mécanisme d'analyse, procédé, structure, propriété, performance, pour comprendre les phénomènes et identifier les leviers de contrôle, pour pouvoir passer d'un phénomène de dégradation à un phénomène qu'on contrôle et qu'on optimise. Donc finalement, chercher à comprendre, c'est quoi? C'est voir le phénomène, le regarder à des échelles très petites et en établir un modèle. Donc ici, par exemple, je me focalise sur l'aspect visuel. On va commencer à observer la matière à une échelle microscopique. On va observer qu'en fait, la rouille, c'est un objet qui est comme de la poudre. Donc c'est pour ça qu'en fait, on le considère comme étant de la dégradation et que cette couleur rouge, elle est donnée parce que l'oxyde de fer a cette couleur-là et vient absorber toutes les longueurs d'onde du visible, excepté le rouge. Donc la rouille apparaît rouge. Et du coup, évidemment, comme c'est pulvérulent, ça va être considéré comme une dégradation.
Certains designers vont considérer que cette dégradation est intéressante, que cet aspect visuel est intéressant. Pour pouvoir figer du coup cette poudre, il va falloir associer une résine et figer cet état-là pour arrêter l'oxydation dite de dégradation. Si on continue encore, l'autre cas, la patine, cette fois, si on l'observe à l'échelle microscopique, on voit que on a le métal ici apparaissant un peu jaune et on a au-dessus la couche d'oxydation. Et cette fois, ce qu'on observe, c'est que la couche, elle est continue et elle n'est pas pulvérulente. Donc du coup, elle ne dégrade pas la matière, elle procure une couche de protection. Et si on observe le modèle d'aspect, le modèle d'interaction lumière-matière avec cette patine, on a le même type de phénomène, type pigmentation, c'est-à-dire que la lumière blanche, certaines longueurs d'onde de la lumière blanche est absorbée et la lumière réfléchie est celle qu'on observe. Enfin, le troisième cas, c'est les œuvres de Pietro Pedeferi qui sont du titane anodisé. Et là, si on observe au microscope une couche d'oxyde qui est continue et non pulvérulente, mais cette fois, si vous regardez bien les ordres de taille, on a une dimension caractéristique, une épaisseur de couche qui est inférieure à la longueur d'onde du visible, qui est de 400 à 800 nanomètres, et donc là, on est dans le même ordre de grandeur, et une couleur dite par absorption, mais c'est bien une couleur dite par interférence. Donc on a un contrôle de la couleur par l'épaisseur de la couche mince d'oxyde qui est formée sur la surface. Donc là, ce que le Pietro Pedeferi, qui est en fait un chercheur au Polytechnico de Milan, quand il a développé cette technique d'oxydation contrôlée, il a cherché à contrôler l'épaisseur aux différents endroits pour obtenir des couleurs différentes et procurer ce contrôle d'aspect. Donc finalement, de cet exemple d'oxydation du métal où on avait soit de la dégradation, soit de la patine, soit de l'art, on se rend compte que les performances, elles sont certes définies par les usages, mais elles sont surtout définies par les usagers, puisque, et en particulier dans la mode et le luxe, on va avoir des clients et des clientes qui vont en fait acheter les produits et être très sensibles à l'interaction que le produit va faire sur leur état émotionnel. Et donc, il est important dans la filière modélique de considérer la notion de perception, la notion de valeur perçue, et on peut considérer que la valeur perçue devient une performance à optimiser. Donc, c'est ici que j'introduis en fait ma recherche. Je vais faire un focus sur l'approche qu'on a adoptée dans le cadre de mes recherches. Donc, je suis enseignant-chercheur. Concernant mes interactions avec les étudiants, je suis responsable du master Prospective Design, donc un master pluridisciplinaire ingénierie et design, donc avec une partie créativité et une partie ingénierie. Je participe aussi aux enseignements des ingénieurs civils des mines, donc à Saint-Étienne. Je suis en interaction du coup avec des entreprises, avec d'autres enseignants-chercheurs, d'autres laboratoires dans le cadre de projets. Et je suis bien sûr à l'écoute des stratégies de recherche à différents niveaux. Donc mes thématiques de recherche sont les matériaux augmentés, matériaux fonctionnels et matériaux à effet optique, particulier dans le visuel et l'infrarouge, et la perception des matériaux avec le développement d'outils et de méthodes d'évaluation des valeurs portées par les matières. Donc il y a un peu, on va pas se cacher, c'est à l'interface entre sociologie et ingénierie. Donc du coup, cette recherche permet de concevoir en fait de présenter en fait différents espaces de caractérisation de la matière. Les espaces qu'on connaît bien en ingénierie des matériaux, c'est l'espace physique sur la gauche. Là, le matériau, c'est une combinaison d'une matière, d'un procédé, d'une fabrication, d'une forme et d'une fonction. Donc là, on va le caractériser avec des modules Young, des résistances de matériaux, des conductivités thermiques, des conductivités électriques, ce genre de paramètres que vous pouvez trouver dans les bases de données de matériaux. Ensuite, on va considérer un deuxième niveau où le matériau il va être considéré dans l'espace modal. Et cette fois, quoi qu'on fasse, le matériau qui est en interaction avec un humain, il est générateur d'un stimulus sensoriel. Et du coup, là, évidemment, on va avoir quelque chose qu'on peut caractériser aussi via des techniques d'évaluation sensorielle, par exemple. Et enfin, il y a un troisième niveau
ou qu'on va considérer comme l'espace sémantique, l'espace de signification, où là, le matériau, quel que soit le choix du matériau qu'on fasse pour construire un objet, il va porter en lui une certaine identité de marque ou une certaine identité de produit. Donc, je vais essayer d'illustrer ces trois niveaux. Voilà, le premier niveau, c'est le matériau dans l'espace physique. C'est typiquement l'utilisation d'instruments de mesure, de propriétés physico-chimiques et mécaniques. C'est les démarches d'élaboration de matériaux modèles, d'élaboration de matériaux fonctionnels, les modélisations qui sont réalistes et physico-réalistes, donc conformes à une réalité physique. Voilà. On a le deuxième niveau. Là, on est dans le générateur de stimulus sensoriel. On va plutôt évaluer par l'homme comme étant un instrument de mesure. On va s'inspirer des méthodes d'évaluation sensorielle qui sont plutôt développées dans les domaines de l'agroalimentaire et du parfum. Mais il y a quelques exemples de descripteurs et de méthodes qui ont été décrites pour l'évaluation de matière. Donc, pour la couleur, on a bien sûr le nuancier Pantone qui est beaucoup utilisé, ou le nuancier RAL. Et pour le tactile et les perceptions tactiles, on a Renault, la proposition de Renault qui avait développé le sens au tact. Donc, c'était pour des référentiels de matériaux de planches de bord. Et enfin, le troisième niveau, le matériau, il est support d'une signification, d'une identité de produit ou de marque. Là, c'est typiquement tout ce que porte une matière quand on le choisit dans un objet. Donc là, par exemple, pour le bois, on va avoir le bois, c'est symbole de prestige, symbole d'élégance. Le bois, il a cette particularité aussi d'être à la fois ornement mais matériau de structure. Il a une image de tradition aussi assez forte. Donc quand il est choisi dans un packaging, il va porter en fait certaines significations au produit qu'il contient. Donc voilà, on a maintenant finalement ces trois espaces dont il faut tenir compte quand on développe des matériaux pour le secteur mode et luxe en particulier. Donc juste un petit focus sur les aspects visuels qui sont un des premiers je dirais sens sollicités soit dans l'acte d'achat mais aussi après quand on est en interaction avec un objet. Donc, les mécanismes de perception visuelle, ils sont souvent décrits par trois niveaux de traitement de données. On a un bas niveau qui est en fait juste le mécanisme physiologique qui a lieu dans la rétine et qui donne naissance aux signaux neuronaux. Donc, c'est l'œil et les mécanismes de l'œil. On a les visions de haut niveau où là, cette fois, ce sont tous les mécanismes cognitifs qui mettent en jeu la mémoire, le savoir, le raisonnement. Donc, c'est finalement comment on analyse de manière raisonnée et consciente les données qu'on reçoit de l'œil. Et enfin, on a un niveau au milieu qui a une vision de niveau moyen, la description est un peu floue, mais elle est très souvent associée à la psychologie Gestalt, qui met en évidence en fait une certaine organisation de la perception. Donc, ce sont des mécanismes qui sont communs à tous les humains. Donc, en fait, le bas niveau et le niveau moyen sont communs à tous les humains, et la vision de haut niveau, comme ils mettent en jeu des mécanismes cognitifs, ils vont être beaucoup plus dépendants de chaque individu. Donc, pour vous illustrer les mécanismes de Gestalt qui sont du coup très présents dans le monde des matériaux, je vous le présente ici en mettant en regard l'exploitation par les designers graphiques. C'est très utilisé par les designers graphiques et c'est aussi très présent dans notre perception des matériaux. On a dans la psychologie de la Gestalt, on a le principe de proximité où finalement quand on a des points qui sont proches, on les associe comme faisant partie d'un même ensemble. Et vous voyez ce type de comportement, on le perçoit aussi ici dans cette peau de serpent, où assez naturellement, on perçoit cette ligne-là comme faisant partie d'une ligne importante du matériau. On a le principe de fermeture aussi, où inconsciemment, on est capable de fermer des zones et d'en construire les contours. Et c'est un principe qui est énormément utilisé dans les ajourés et dans les dentelles, par exemple, pour exprimer un motif sans avoir à dessiner complètement les contours.
Troisième principe de la Gestalt, le principe de similarité, où là, finalement, on est capable d'identifier et de percevoir similaires des objets qui, intrinsèquement, ont l'air différents. Ici, je vous présente deux marbres, un marbre bleu, un marbre rose, qui n'ont pas les mêmes veines, qui sont différents. On peut pas dire que ce sont pareils, et pourtant, il est évident que chacun d'entre nous, on va percevoir ces deux marbres comme étant du marbre identifié, avec du coup un certain rappel des qualités de cette matière. Et le principe de continuité, c'est notre capacité en fait à voir quelque chose de continu alors qu'on ne le voit pas réellement continu. Et c'est énormément utilisé dans les tissages où finalement on voit pas le fil en continu, mais on a bien conscience que ce bout-là, il passe en dessous et il vient de ce côté, etc. Et on est capable du coup de créer du motif grâce à ce jeu de perception de la continuité du fil. Et enfin, le dernier principe générique de la Gestalt, c'est la perception d'un fond et d'un objet. Et donc, c'est beaucoup utilisé dans les logos en particulier. Donc ici, vous avez un arbre. Et ici, vous voyez aussi, j'imagine, les animaux. Donc, vous avez un gorille et un tigre, peut-être. Et dans les matériaux, on a aussi cette capacité, dans un fond continu, à ressentir le besoin, inconsciemment, de voir quelque chose. Et j'imagine que vous voyez E.T. ici. Donc, vous voyez ces deux yeux et vous voyez E.T. qui vous parle dans cette tranche de tronc. Donc voilà, cette perception, elle est inhérente à l'être humain. Elle vient du fait de notre organisation cérébrale par rapport aux données perceptives visuelles. Et du coup, je vais essayer de vous présenter ici des cas d'études spécifiques aux aspects visuels et ici le cas particulier des aspects colorés par anodisation du titane, en reprenant en fait cet ensemble de liens entre procédés, structure, propriété et performance. Donc ici, le principe, c'est de se dire, je commence en ayant conscience que l'anodisation du titane, c'est une technologie qui est mature industriellement, qui existe, mais qui peut peut-être être exploitée de manière différente pour différents usages si on y applique une certaine créativité. Donc, on va commencer par comprendre le procédé, donc en anodisant différents alliages de titane dans différentes conditions, en caractérisant les microstructures, en caractérisant ensuite les propriétés colorées des échantillons obtenus et en essayant du coup de comprendre les leviers possibles pour obtenir des aspects visuels inédits. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et en particulier en venant associer anodisation et fabrication additive, par exemple, pour obtenir des échantillons scintillants colorés, en venant identifier, en comprenant bien le procédé, on commence à identifier des transitions de couleurs très accentuées qui permettent de produire des échantillons qui ont des effets d'iridescence assez prononcés. Et puis, en venant développer des pré-traitements de surface qui permettent d'obtenir ce qu'on a appelé du métal marbré et que je vous présente ici. Donc ici, typiquement, le titane marbré, il a cette capacité à avoir en fait des informations, des caractéristiques du titane anodisé, certes, mais aussi des caractéristiques d'un échantillon marbré avec cette apparition de lignes, de zones plus ou moins colorées et de champs colorés. Donc, on a effectué ces traitements sur des échantillons plans et puis aussi sur des petits anneaux pour voir le rendu sur ce type de forme plus complexe. Un deuxième exemple qui est aussi très important, je pense, dans l'image qu'on a du luxe du futur et de la mode en accord avec son temps, c'est de considérer la notion de développement durable et de valorisation des déchets de fabrication ou des déchets de fin de vie. Et donc là, pour pouvoir explorer ces pistes de valorisation, le choix qui a été fait dans ce cas d'étude, ça a été
de venir exploiter, entre guillemets, nos liens avec des étudiants en design et des étudiants ingénieurs pour venir formuler des questions en lien avec cette valorisation de déchets de fabrication. Donc, on a considéré le premier déchet, ça a été la matière livre, donc le livre, hein, non le papier. Et l'idée, c'était de se détacher un peu du recyclage simple où on broie tout et on repart à zéro, mais bien de se poser la question de quelles sont les valeurs que porte le livre et est-ce qu'on peut finalement transformer le livre à minima pour en préserver des valeurs. Donc là, ça a été une question qu'on a posée à des étudiants en design, de venir explorer des degrés de transformation de la matière livre pour la dégrader à des échelles à petits incréments, pour pouvoir ensuite évaluer les valeurs de ces matières-là. Et en regard de ces étudiants en design, on demande à des étudiants ingénieurs de faire un état de l'art des procédés du papier et des procédés du livre pour venir en fait faire se rencontrer ces deux mondes de manière plus constructive que d'envisager que le contact au niveau du papier recyclé. Donc à partir de là, on peut envisager de traiter la question de l'évaluation des valeurs perçues des semi-produits qui ont été obtenus par des étudiants en design, de venir confronter ces semi-produits aux procédés du papier et du livre, et finalement de pouvoir hiérarchiser des pistes de valorisation selon une lecture de valeur perçue du déchet. Et donc là, on peut du coup ensuite reboucler et préconiser des pistes de valorisation du déchet livre. Donc on a ici, j'ai juste mis une image des expérimentations des étudiants. Donc c'est du work in progress. C'est une approche de valorisation, donc plutôt par une approche de créativité par le design, avec une approche matière, donc décomposition de la matière, retravailler la matière pour en donner quelque chose. Ensuite, cette matière, ce prototypage, il est pris en main par des étudiants ingénieurs et par des technos pour analyser en fait la capacité à industrialiser les approches. Et on peut aussi avoir une approche par l'injection d'une démarche de créativité avec une approche objet, où cette fois le but est de valoriser le déchet par la conception d'un objet fini. Donc ici, c'était le capotage d'une enceinte qui est intégralement construite en recyclage de livres. Donc ce supercyclage, comme on l'appelle, donc supercyclage parce qu'il fallait trouver un nom, et supercyclage aussi parce que le but, c'est d'ouvrir l'éventail des transformations des matières pour en analyser toutes les petites étapes incrémentales qui peuvent être appliquées à cette matière-là. On l'a aussi appliqué dans d'autres matériaux. On l'applique au cristal parce qu'il y a énormément de rebuts en fait de cristallerie dans la fabrication du cristal actuellement. Et ce cristal on peut envisager de venir le réinjecter de manière directe dans une nouvelle création et une nouvelle façon de créer l'objet en cristal, autre que la fusion intégrale. Et on a aussi commencé des projets de supercyclage avec d'autres matériaux, en particulier des déchets de l'industrie du textile et de l'ameublement, avec ici une image de lisière de tissu d'ameublement. Donc en fait, en conclusion, j'aimerais juste dire que le programme CARA, c'est un guichet unique qui permet d'avoir accès à 70 laboratoires de recherche, à 17 plateformes technologiques et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, à 4000 enseignants-chercheurs qui ont tous en charge des disciplines différentes. Donc il faut exploiter un maximum cette capacité à ouvrir les disciplines et à proposer en fait des collaborations interdisciplinaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai présenté ici, c'est vraiment très parcellaire par rapport à ce que peut proposer tous les enseignants-chercheurs du programme. Donc l'idée, c'est qu'on peut répondre par des projets courts via les projets étudiants, via des petites études de veille technologique ou des petites études de caractérisation. Et ces petites études vont amener à mieux comprendre une problématique, à en construire un programme d'études qui pourra être plus important
plus riche et qui du coup pourra se transformer en une thèse CIFRE, un postdoc ou un projet plus court, ou le dépôt d'un projet partenarial à des appels à projets nationaux ou régionaux. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais repasser la main à Lilian. Très bien, merci Jenny. Donc, comme vous l'avez vu, le champ d'exploration est quand même très vaste. On parlait là des 4000 enseignants-chercheurs qui pourraient vous aider, vous accompagner dans vos développements R&D. Moi, ce que j'aimerais juste vous dire avant qu'on passe à la phase des questions, c'est que plus concrètement et plus prochainement, j'ai envie de dire, le 2 décembre, on organise une journée technique, justement, où vous pourrez rencontrer des enseignants-chercheurs comme Jenny Faucheux, qui sera présente. On va pas vous amener les 4000 enseignants-chercheurs le 2 décembre, mais on espère en rassembler 4 à 6, c'est ce qu'on se disait, chacun propre à chaque carnot là qui constitue la filière, donc des enseignants-chercheurs des mines, des enseignants-chercheurs d'ingénierie à Lyon et des enseignants-chercheurs de Mica. On traitera de matériaux comme le titane, le métallique, on traitera de textiles techniques. Donc on va essayer d'être relativement large. On vous enverra une invitation très prochainement pour cette journée qui est gratuite, hein, et on espère vous voir nombreux donc le 2 décembre sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Peut-être des questions, Marine? Merci beaucoup Jenny, merci beaucoup Lilian. Moi je crois que c'était très clair et très enthousiasmant sur ce qu'on peut mettre en place. Il y a eu quelques questions qui ont été posées en parallèle de la réunion. Alors la première question que je voudrais passer, c'est celle d'Esteban, en fait, ce qui est simplement de savoir si les slides vont être disponibles suite à la présentation, ou une version des slides éventuellement. Je pense que oui. Oui. Moi, il n'y a pas de problème. Mais... Très bien. Du coup, on vous enverra les slides. Vous pourrez effectivement avoir accès à la présentation. Autre question qui a été posée en amont, que je vais du coup publier. Comment une entreprise peut-elle initier une collaboration avec un laboratoire de R&D? Vous avez un peu répondu, je pense que c'est plus ouais, déjà un petit peu répondu, Jenny, c'est vrai. Oui, j'ai essayé de l'aborder, mais bon, c'était peut-être pas complet. Disons qu'il y a différents niveaux, en fait. Donc, pour commencer, le plus simple, c'est de venir voir l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous enseignants-chercheurs, comme j'ai précisé. Donc, on a des étudiants et on a toujours le besoin, en fin d'études d'ingénieur, de proposer des projets avec des entreprises. Donc, le stage étudiant ou le projet de fin d'études d'étudiants dans nos laboratoires peut être une option intéressante pour initier une collaboration, apprendre à se connaître. Du coup, on a un enjeu financier qui est moindre. Et à partir des résultats de cette expérience qui dure en général 4 à 6 mois, donc pour un stage d'ingénieur, c'est 4 à 6 mois, on peut ensuite envisager une proposition d'études qui mobilisera du coup les personnels du laboratoire de recherche. Non, est-ce que Lilian, non, c'est complet, mais j'ai la même approche que toi, c'est-à-dire que je pense que surtout une entreprise avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, pour un premier contact, on peut commencer par un projet de fin d'études. Financièrement, comme tu le disais, on est sur des études en dessous de 20 000 euros, ça c'est sûr. Donc sur ces 20 000 euros, vous enlevez en plus les 60% de crédit d'impôt recherche. Voilà, financièrement, c'est vraiment l'enjeu, il n'est pas énorme côté industriel, j'ai envie de dire. Enfin, il n'est pas contraignant en tout cas. On peut commencer comme ça. Donc moi, je pense que c'est une bonne approche pour en plus pour après, j'ai envie de dire, aller un peu plus loin, potentiellement sur du postdoctorant ou peut-être une thèse. Mais bon, commencer tout de suite par une thèse, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus pertinent quand on se connaît pas. Voilà, donc je pense que l'approche, elle est bonne de commencer par des projets d'étudiants. Voilà. Merci de cette réponse. Alors, on a une question de Caroline qui demande comment fait-on un super cyclage avec le cristal? Donc là, concernant, je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Hein. Du coup, l'idée du super cyclage, c'est justement d'ouvrir les champs. Nous concernant, on avait envie d'utiliser un équipement qu'on a développé à Mines Saint-Étienne, qui est basé sur le chauffage micro-ondes. Du coup, ça permet de venir exploiter des débris et des poudres de cristal et de venir le construire un peu différemment que quand on le refond et qu'on veut le souffler.
Du coup, il y a une mise en place de moules et d'un chauffage micro-ondes qui permet en fait d'être très rapide et qui permet du coup à l'artisan de venir sortir la pièce, la modifier, la réchauffer, la ressortir, la modifier, etc. C'est beaucoup plus rapide qu'un four traditionnel, la montée en température. Voilà. Mais c'est une piste parmi d'autres qu'il faudrait trouver, chercher déjà. Merci de cette réponse. Alors, autre question de Guillaudo. Est-il possible d'avoir des échantillons de ces produits innovants? Et ben dans les cadres des rencontres, donc on a les rendez-vous Carnot qui ont lieu 2 fois par an, je crois. Non, c'est ça? Ouais, du reste, ça commence demain. Oui, ça commence demain. C'est demain après-demain à Paris. Le 16-17. Et sinon, lors des rencontres avec les enseignants-chercheurs, dans le cadre de, par exemple, de la rencontre de décembre, du 2 décembre proposée par Lilian. Et sinon, venir voir les enseignants-chercheurs dans leur laboratoire. Faut pas hésiter à venir les voir. Voilà. Donc, demain, au rendez-vous Carnot, il y aura éventuellement quelques échantillons. Ah oui, j'ai déposé des échantillons de cristal et de titane pour les rendez-vous Carnot. Bah, parfait. Pour ceux qui sont inscrits au rendez-vous Carnot, ce sera la... Le rendez-vous Carnot, ça se passe donc à Espace Champéret à Paris, voilà, pour ceux qui voudraient s'y rendre. Merci. Alors, autre question de Caroline. Auriez-vous pu choisir un motif autre que le marbre pour le titane? Alors, ça dépend ce qu'on va appeler un motif. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire motif dans ce cas-là. Là, ça reste une matière vivante en fait. Il faut se rendre compte que voilà, c'est pas, on vient pas imprimer sur le titane. Mais je pense que si vraiment c'est une notion de motif, il faut envisager le titane obtenu par fabrication additive. Là, pour le coup, n'importe quel motif est envisageable. Merci beaucoup. Alors, autre question de Thibaut. Y a-t-il une liste des labos de recherche en fonction de leur thème spécialité? Alors, je ne sais pas. C'est vrai que la question est assez large, là, je trouve. En fait, il existe des hubs recherche, hein, c'est-à-dire il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, autant au niveau régional, pour essayer de présenter de façon assez exhaustive et simple tous les laboratoires de recherche, notamment publics, hein, parce que c'est ce qui nous concerne, et après les décliner en thématiques. Donc, il y a des hubs de recherche régionaux, ça existe. Ensuite, ce que chaque Carnot essaie de faire, c'est dans son périmètre, dans ses laboratoires concernés, d'avoir une vision assez fine de ce qu'on fait. Donc, on s'est structuré en plateforme, hein, c'est pour ça qu'on s'est structuré en plateforme, c'est pour avoir une visibilité pas trop complexe par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous arrivez, effectivement, il y a beaucoup de laboratoires. Comment aller trouver la bonne équipe, adresser la bonne équipe. Donc nous, c'est un peu notre job, j'ai envie de dire, c'est ça, exactement. de passer par les Carnots pour pouvoir vous flécher sur la meilleure équipe, en tout cas, qui est disponible, en plus, la plateforme disponible, les experts qui sont prêts à vous écouter. Et au cas où, effectivement, c'est pas possible avec une plateforme en région Rhône-Alpes, je veux dire, nous, on a une approche régionale dans le premier lieu, ce qui est normal, c'est-à-dire que vous avez envie de travailler avec nous. Mais si vous êtes localisé en région Rhône-Alpes, il y a plus de facilité à travailler avec des laboratoires en région Rhône-Alpes. Donc, on commence comme ça. Si la plateforme n'est pas disponible, l'enseignant-chercheur n'est pas disponible, on passe en réseau. C'est pour ça qu'on s'est structuré en réseau. Donc, on va pouvoir passer, par exemple, à Mika, qui est plutôt dans le nord de la France, et qui pourra, lui, aller voir de son côté s'il a des ressources disponibles, que ce soit plateforme ou enseignant-chercheur, qui pourraient répondre aux besoins. Donc voilà, c'est un peu l'objet de la filière Carat, c'est de se structurer au niveau national, sur le territoire, pour répondre rapidement. Donc j'ai envie de dire, pour répondre à la question, passez par les Carnots pour savoir si vous pouvez accéder à telle ou telle plateforme, rentrer en contact avec tel ou tel expert. Donc là, vous voyez qu'on est relativement nombreux. Donc c'est ce que je pourrais vous dire. Après, il y a d'autres structurations qui sont faites en région. Je vous ai dit, les hubs de recherche, mais je les trouve pas forcément hyper pointus, donc je vous conseillerais plutôt de passer par nous, quoi. Voilà, je pense que si les thématiques, si vous êtes plutôt orienté industrie mode et luxe, je pense que les bons interlocuteurs, ce sont les chargés de soutien à l'innovation du programme CARA. Ils sont là, ils sauront vous orienter vers les bons laboratoires en fonction des questions que vous posez et de la problématique que vous exposez.
D'ailleurs, est-ce que Lilian, tu as mis tes coordonnées dans les slides? Non, mais à la fin, sur le dernier slide, il y a le contact mail Carats. Donc, en fait, il faut passer par ce contact mail-là. Je pense que c'est le plus important. Donc, une personne aux mines à Paris centralisera tout ça et pourra réfléchir après en fonction des différents Carnot qui peuvent être concernés. Là, c'est relativement simple parce qu'on n'est que 3 instituts Carnot. Donc, du coup, là, l'information va plutôt vite et on essaie de répondre dans les 15 jours, quoi, au maximum. Parfait. Alors, question de Sonia. Est-il possible de mettre en forme les matières, petits éléments, perles, etc. Et qui s'occupe de cela? Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Mettre en forme les perles. Alors, Sonia, vous pouvez éventuellement préciser votre question si vous le souhaitez, peut-être. Pour qu'on comprenne modifier la forme, peut-être. Est-ce que c'est modifier la forme, enfin produire des perles ou voilà, j'ai du mal à comprendre. Enfin, écoutez, je propose à Sonia de compléter sa question. Et en attendant, produire des perles. Au-delà du livre et du cristal, quels autres déchets vous semblent prometteurs pour le secteur mode et luxe? Là, j'ai l'impression que les textiles sont un point assez important en ce moment. Donc, valorisation des déchets du textile. Je crois qu'il y a un challenge innovation qui est lancé. Il doit y avoir un appel à projet qui a lieu en ce moment. Donc, je pense que il y a des volumes qui sont impressionnants. Et donc, du coup, c'est un point à gérer assez intéressant. Et cet appel à projet, il est dans quel... Alors, je me rappelle, c'est je crois que c'est EcoTLC, il me semble. Je ne sais pas vous dire. Ouais. Donc, c'est un appel des regroupements des industriels du textile qui ont placé le recyclage la valorisation des déchets du textile comme étant une tâche prioritaire et à massifier, en fait. Surtout à massifier. Autre question, qui est à l'origine du terme supercyclage? Donc supercyclage, oui, ça vient de notre équipe. On a un grand créatif dans notre équipe. Donc c'est Jean-François Bassereau, un collègue qui utilise toujours ce nom-là. Donc on l'a adopté dans notre jargon maintenant. Oui. Parfait. Donc Delphine Crampon qui confirme que le cuir aussi est un bon matériau. Éventuellement, pour le recyclage. Oui, pour le supercyclage. Ok, donc on a des questions là qui sont en train d'être écrites, notamment Sonia, j'espère qu'elle peut préciser sa question. Moi, j'avais une question aussi sur est-ce que vous avez des interactions avec des designers justement qui sont un peu spécialisés dans cette valorisation typiquement de ce qu'on disait tout à l'heure, des dégradations comme la rouille. Est-ce que vous connaissez des... Donc nous, on travaille dans l'équipe de recherche, Jean-François Bassereau en particulier, il est designer aussi, il est designer et chercheur. Et dans les enseignements, évidemment, quand on enseigne en Bac plus 5, en Master 2, on enseigne la recherche. Et donc en fait, les designers qui enseignent dans ces niveaux-là ont une sensibilité à cette notion de voir plus loin, à cette notion de prospective. Et du coup, oui, ça fait complètement partie de notre quotidien, à la fois en enseignement et en recherche. Donc vous avez des contacts finalement, tout à fait. Qui peuvent être mis à... Alors là, oui, tout à fait. Parfait. Alors, voilà, donc... Sonia vient de préciser sa question. Je vais la mettre... Donc, concernant ma question, est-il possible de mettre en forme les matières? Qui s'occupe de cela? J'aimerais savoir si nous pouvons produire des formes. Alors produire, enfin, un laboratoire de recherche, on ne produit pas. On fait pas de production, en fait. On a des capacités, on a tous les équipements industriels, mais en version laboratoire, qui permettent de fabriquer des petites séries, des prototypes et des échantillons d'essais. Et si nécessaire, on fait faire un moule. Si c'est un procédé de type injection, on fait faire le moule qui va bien pour avoir la forme adéquate. Mais je suis pas sûre qu'on peut appeler ça production. Moi, pour préciser ce que dit Génie, enfin, ce que j'entends derrière et ce qui est important de préciser par rapport aux auditeurs, c'est qu'en fait, donc, nous sommes des laboratoires de recherche publique et des centres techniques.
Donc, on va développer des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux. On va aller jusqu'à un niveau de maturité technologique, on appelle ça les TRL. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, un produit, avant d'aller sur le marché, il passe de TRL 1 à TRL 9. 9, il est sur le marché, il est vendu, il est référencé, etc. Nous, les laboratoires, on va s'arrêter à TRL 3, 4. D'accord? Donc, concrètement, ça veut dire qu'on va développer des choses avec vous. Par contre, dès qu'il va falloir pré-industrialiser, voilà, il y a certains centres techniques qui font partie des Carnot qui vont pouvoir commencer à regarder un petit peu ça, mais c'est pas notre métier, j'ai envie de dire. Nous, dès que ça rentre dans la pré-industrialisation, l'industrialisation, la commercialisation, là, on vous passe la main aux industriels. C'est là où vous intervenez, vous, dans un deuxième temps. Donc voilà, donc on s'arrête. On s'arrête juste avant la pré-industrialisation, pour résumer, quoi. Je pense qu'on peut accompagner, c'est-à-dire qu'on peut accompagner, mais on ne peut pas produire dans nos locaux. C'est-à-dire Voilà. que si vous identifiez un fournisseur potentiel, on peut accompagner le transfert technologique de notre plateforme d'essai à l'entreprise prestataire, à l'entreprise que vous avez identifiée ou qu'on aura identifiée ensemble. Mais c'est pas, en termes de production, ce ne sera pas fait par le laboratoire directement. Merci beaucoup. Alors, un petit commentaire, question de Perrin, qui est étudiant en dernière année d'ingénierie des matériaux et qui est intéressé par faire un stage dans l'industrie du luxe et éventuellement une thèse. Donc, je me permets de passer son appel. Je pense que de toute façon... là, pareil, j'aurais tendance à contacter directement le guichet unique de Cara qui va ensuite, en fonction des CV, dispatcher auprès des laboratoires et des réseaux qu'on a. Voilà, donc, oui, c'est tout à fait possible. Adressez-vous effectivement à Cara, que ce soit Perrin ou les entreprises qui peuvent être intéressées. Ce sera sympa de faire le lien si on peut le faire. Et puis donc, question de Benjamin, les résines naturelles, résines biosourcées, résines biodégradables sont-elles compatibles avec l'industrie de la bijouterie? Alors là, je pense que c'est... moi, je ne sais pas personnellement. Je sais que certaines résines sont utilisées dans certaines applications de bijouterie. Je ne sais pas ce que vous appelez compatible. En fait, oui, elles sont autorisées et c'est plutôt le client et la cliente qui va décider si elle accepte que le bijou soit sous résine. Les résines, qu'elles soient naturelles, biosourcées, biodégradables, si elles tiennent le cahier des charges d'une résine, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas autorisées du point de vue législatif du terme, mais en revanche acceptées par la cliente, là c'est une autre. Ça va dépendre de l'objet final. Tu veux dire qu'il n'y a pas forcément une tendance à aller vers Après, je ne sais pas si on parle de bijouterie métallique. Enfin voilà, là, je ne sais pas ce qui inclut industrie de la bijouterie, mais il peut y avoir je sais pas si c'est du bijou de fantaisie, si c'est du là je peux pas dire en termes applicatifs. Au cas par cas. Oui, ça va être au cas par cas, mais in fine dans le bijou en particulier, il y a une fois que ça a passé les critères fonctionnels, c'est si ça se vend ou pas, c'est la cliente qui décide, quoi. Ouais. Alors, on a une question de Daniel qui demande si les innovations de l'Institut Carnot sont brevetées. Certaines oui. ça va dépendre. Donc, je sais pas. Il y a différents cas qui peuvent se présenter, mais tout ce qui est issu des laboratoires de recherche publique, qui a été, j'ai envie de dire, élaboré dans le cadre d'une recherche propre au laboratoire, et qui peut être breveté à ce moment-là, on passe par des organismes qui s'appellent les SAT, par exemple, les sociétés d'accélération de transfert technologique. Donc là, on est sur un brevet qui est purement académique, j'ai envie de dire, qui sort de nos labos, donc on va le valoriser par ces SAT. Après, il peut y avoir d'autres brevets, par exemple un industriel qui vient faire une thèse avec un laboratoire. On monte un contrat de collaboration de recherche et là, on part plutôt sur de la copropriété des résultats et on peut avoir des brevets en copropriété entre nos établissements, les établissements de recherche et l'industriel. Voilà, là, c'est une deuxième façon j'ai envie de dire, de produire un brevet qui pourrait être exploité ou pas en copropriété. Donc, il y a différents cas de figure, mais oui, on fait attention à ça et on essaye de breveter quand c'est brevetable, tout en sachant que les enseignants-chercheurs avec qui on travaille, ils ont aussi leur mission, c'est pas forcément que d'aller poser des brevets, c'est surtout de publier. Donc il ne faut pas qu'on puisse rentrer dans une
logique où on veut pousser plus au brevet au détriment de la publication. En tout cas, Mais les deux sont voilà. compatibles, Les c'est-à-dire deux que sont compatibles, c'est pas parce qu'on brevette qu'on ne peut pas publier. Donc, Tout à il y a fait, pas- ouais. voilà. Donc de toute façon, ça se fait en bonne intelligence, Voilà. Et dans l'intérêt des deux parties. Mais ça se fait en bonne intelligence et il faut surtout penser à breveter avant de publier parce que là, tout à sinon, fait. c'est trop tard. Oui, oui. Merci beaucoup de cette réponse. Alors, on va bientôt clôturer la session. J'invite les personnes qui auraient des questions à les poser rapidement dans l'interface. Je vais peut-être prendre encore cette question-là. Comment accompagnez-vous vos partenaires dans une démarche de développement durable? Bah là, ça va vraiment dépendre des questions. Certaines personnes vont avoir envie d'avoir une démarche de développement durable plutôt au niveau de l'organisation de leur entreprise. Là, on va mobiliser plutôt des gestionnaires, des sciences de gestion pour essayer d'analyser le niveau organisationnel de l'entreprise et envisager une évolution, un changement. On peut, comme je l'ai présenté, l'industriel peut avoir une question très pragmatique en termes de comment valoriser mes déchets. J'ai tant de tonnes qui sortent par an, comment je peux le réinjecter et créer de la valeur à partir de ça. Enfin voilà, les questions peuvent être diverses, mais l'intérêt de Cara, c'est que c'est transdisciplinaire, que c'est un regroupement de différents laboratoires et que, en fonction de la question, on sera orienté sur la bonne façon d'être accompagné. Parfait, merci beaucoup de cette réponse. On n'a plus de questions dans le chat. On arrive à l'heure qu'on s'était donnée de webinaire. Est-ce que Lilian, tu veux porter des compléments? Non, moi je continue à vous inviter autant au rendez-vous Carnot qui se passe Espace Champéret entre demain, le 16 et le 17, et puis surtout à la journée technique. Vous aurez l'occasion justement de recroiser Génie et d'autres enseignants-chercheurs du réseau. Donc le 2 décembre sur le campus de l'Adois. Voilà, on vous attend nombreux. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous de votre attention et puis bonne journée à vous et à bientôt. À bientôt. Prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci.